Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Pour un nouveau grand entretien d'actualité. Avant de démarrer, je vous rappelle plusieurs publications à vous procurer d'urgence. D'abord, le magazine Omerta, consacré au retour de Donald Trump et à la campagne électorale américaine, magazine dans lequel Pierre-Yves est contributeur. Et puis, deux publications. D'abord, le dernier numéro de ta revue consacré à la souveraineté énergétique aux éditions Perspectives Libres, et puis le dernier roman, Le roman jaune, oui, le roman jaune d'Éric Desmond sur l'état de la France. est disponible aussi aux éditions Perspectives Libres, toujours. Ok. Pour cet entretien d'actualité, il faut qu'on démarre avec l'actualité internationale, puisque c'est un de tes sujets aussi de préoccupation et d'études. Les grandes questions internationales, notamment les guerres, sont traitées et sont analysées avec les yeux de gens qui prennent les choses très à la légère, peut-être même parfois comme un jeu. On voit il y a 15 jours Gabriel Attal débarquer à Kiev avec Benjamin Haddad pour essayer de maintenir une présence médiatique après son éviction du poste de Premier ministre. On voit aussi la manière, pas d'ailleurs uniquement dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères médiatiques, la manière dont la guerre d'Ukraine, la guerre à Gaza, la guerre au Liban est traitée sur les plateaux de LCI, où les commentateurs sont en train de plaisanter, de faire des blagues, avec un ton vraiment très léger, comme s'il s'agissait finalement de petits soldats qui tombent sur une carte en plastique. C'est peut-être aussi ça le problème. Tu sais, dans certaines traditions religieuses, la légèreté est une malédiction de Dieu. Tu vois, c'est le cas dans une part du judaïsme, par exemple, hein, où Dieu rend léger l'homme qu'il veut perdre. C'est-à-dire qu'il voit tout de manière légère. Et en réalité, tu vois que d'un certain côté, cette légèreté criminelle qui nous fait régresser à l'état de grands enfants, tu vois, qu'une petite fille de 9 ans voit la légèreté de la vie, encore heureux. Le problème, c'est que quand on est des adultes qui traitent des choses d'adultes, la seule chose, c'est que la catégorie adulte a implosé dans la pensée occidentale. Tu vois, aujourd'hui, l'adulte n'existe que dans un seul cas, c'est quand il est traité d'être un criminel en dormition, et que comme il est solvable, on lui demande au passage de cotiser à la douleur de tout le monde. Tu vois, c'est le seul cas où l'adulte existe chez nous. Prends ce qui est à se faire, tu vois, prends l'info. T'as plus un adulte dans la pièce. C'est terrifiant. Tu vois, ça ricane. En Ukraine, il y a 300 000 Ukrainiens qui sont morts. Il n'y a rien de marrant là-dedans. Ça ricane. Ça, ce parisianisme atroce qui est cher ami, servez-moi un blanc. C'est indifférent à la notion d'intérêt national. Le problème, si tu veux, moi je suis nationaliste à cause de cette raison. C'est que le nationalisme, c'est une doctrine adulte. L'intérêt national, ça te rend adulte. Parce que tu sais que les morts, les vivants, les à naître dépendent de toi. Donc ça te rend sérieux. C'est des choses qui rendent sérieux. Tu vois ? Eux, si vous voulez, ils se battent pour les valeurs. Donc ils se battent pour un truc qu'on n'a pas à définir, qu'on n'a pas à évaluer, qu'on n'a ni à définir, ni à évaluer, ni à justifier. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quelle saloperie au nom des valeurs, on n'a pas à dire ce que c'est, et en plus on est obsédé par les moyens, indifférent aux résultats. Là, tu vois, on n'est même plus dans l'enfance, on est dans l'adolescence bête et méchante. On est en crise d'ado. Tu sais, un peu comme les vieillards déments qui redeviennent, tu vois, le boomer dément qui redevient l'ado boutonneux qu'il était à 17 ans, tu vois. Tu vois, une sorte de mélanchonite, tu vois, le Mélenchon qui redevient le gauchiste qu'il était à 17 ans. Tu vois, si tu veux, c'est dramatique. Or, on traite tout comme ça. Tu vois, rappelle-toi, je crois que c'est au Bataclan, Hollande sort de son bureau, le chef d'état-major des armées est loin derrière, qui est à côté d'Hollande, son conseiller en com. Dramatique. Tu vois ?
Et nous ne sommes que comme ça. Oui, il n'y a qu'en Europe qu'on peut voir ça. Tu vois, il y a qu'en Europe qu'on peut voir ça. Tu vois, moi, quand j'étais au Parlement européen, je voyais les otaniens et aussi, comment dire, aussi biaisé que puisse être un raisonnement OTAN. C'est un raisonnement biaisé. Bah, les otaniens, c'était pour la plupart des militaires de carrière, donc c'était quand même des mecs qui savaient une chose, c'est que tu cours pas plus vite qu'une balle. Bah, déjà, rien que sur ça, tu construis beaucoup de choses. Là, le problème, c'est que nous avons des élites qui sont uniquement des élites civiles, pour qui la guerre, c'est Call of Duty. Je casserai pas de grands secrets en te disant qu'une partie non négligeable des stratèges du ministère de la Défense français, mais surtout du ministère des Affaires étrangères, sont, comme formation militaire, des wargamers. On ne veut pas avoir, par exemple, l'influence du wargame dans une part des élites militaires actuelles. Le souci, c'est que quand vous prendrez un missile hypersonique dans la gueule, vous viendrez m'en parler du wargame. Tu vois, à un moment, l'esprit Call of Duty doit s'arrêter. Tu sais, Philippe Grasset, le grand géopolitologue, parlait du virtualisme des élites occidentales. Si tu veux, c'est à conjurer absolument. Parce que c'est ce qui fait notre unicité au monde aujourd'hui. C'est qu'on est les seuls à vivre dans un monde qui n'est pas le monde. Xi Jinping, il est ce qu'il est, mais il vit dans le monde. Or, à un moment, tu sais, Lacan définissait le réel parce que le réel, c'est là où on se cogne. Parce que le réel résiste à ta volonté. Le mur dans lequel on va se cogner n'est plus très loin. Donc, à un moment, pour le bien de tous, le somnambule doit se réveiller. Tu vois, parce que si l'Occident a encore un cadeau à faire au monde, c'est ça. Et l'enfant doit grandir, quoi. L'enfant doit grandir, c'est-à-dire, ou plutôt le vieillard doit arrêter son délire. Tu vois, nous ne sommes pas fichus, l'Occident peut se réinventer, les différentes nations occidentales, les différentes civilisations occidentales peuvent se réinventer à une condition, c'est qu'on sorte du délire, c'est qu'on sorte grosso modo de l'EHPAD cognitif droit de l'homiste dans lequel on s'est mis dans les années 80 parce qu'on ne voulait plus réfléchir. Tu vois, prends les grands émergés, ils se sont développés comment ? Par l'État, les droits de douane, l'industrie, oui d'accord, ok. Donc ils se sont développés sur quel patron ? Nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Parce qu'on voit en eux les qualités de ce que nous avons été au meilleur de nous-mêmes. Et ça, on ne supporte pas de le voir. Et on leur en veut à mort. On leur en veut à mort de ne pas être aussi dégénérés que nous. Il tient qu'à nous de retrouver cette impétuosité. Tu vois, il tient qu'à nous, hein. Le problème, c'est que nous, on préfère, tu sais, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement en gériatrie. Tu vois, c'est-à-dire quand tu te laisses tomber. Là, l'Occident a la tentation de se laisser tomber. Alors que la plupart des élites politiques aujourd'hui sont assez jeunes, finalement, parce qu'on n'a jamais eu autant de trentenaires, même Premier ministre. Ah mais oui, mais le problème, c'est pas les jeunes vieux, quoi. Ah mais c'est pas l'âge de leurs artères que je leur reproche. C'est l'âge de leurs idées. Toi, tu te rends compte de ce que c'est, un mec comme Gabriel Attal ? C'est-à-dire que le mec, il en est, tu vois, il est plus jeune que moi, et il en est à te réciter Fukuyama. Et encore, même pas le vrai Fukuyama, la caricature de ce qu'il en a entendu à Sciences Po. Et là, tu te dis... Et sans avoir lu le livre, quoi. Ah bah évidemment, Fukuyama vaut bien plus que ce qu'on en dit, hein. Mais le problème, comme personne ne l'a lu, tu vois, c'est comme Huntington, exactement le même problème. Tu me ressors le monde youpi par le commerce des années 80, mais t'es né dans les années 80, mon lapin. Tu vois, tu me donnes des leçons d'un temps. Tu me donnes des leçons d'un temps où t'étais un projet dans l'œil de tes parents. Donc arrêtez. Tu vois, le problème, c'est que c'est des jeunes avec des pensées de vieux. Et pour qui toute la politique, c'est le fait d'avoir un discours et d'appuyer sur des boutons. Tu vois, le pire du pire, ce serait qu'une génération pareille ait lieu dans les États en développement. Elle est en train de pousser, mais elle est loin du pouvoir, très loin du pouvoir. Ils auront leur décadence, hein, comme nous. La seule chose, c'est que nous, on doit en sortir. Tu vois, et eux, ils s'en sortiront aussi. Je l'espère pour eux. Parce qu'il y a de vrais défis planétaires qu'il va falloir relever comme des adultes. Le problème du vieillissement global, le problème de l'accès aux ressources,
le problème du maintien de structures démocratiques, le problème de la gestion de l'excédent démographique subsaharien. On a des tas de choses à gérer et à co-gérer. Donc il va falloir avoir de vraies discussions d'adultes. Tu vois ? Et nous, on a une régression d'un impérialisme adolescent, tu vois, un impérialisme des valeurs qui est un truc de morveux, tu vois, tu vois, non mais c'est une extension de la bagarre de cours de récré. Au MPSG, moi je suis pour le droit des LGBT et toi t'es l'affreux masculiniste islamo-chinois, tu vois. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Tu vois, pendant ce temps-là, est-ce que Xi Jinping prend ça au sérieux ? Est-ce que Poutine prend ça au sérieux ? Non, eux, ils font la route de la soie. Ça, c'est sérieux. Tu vois, nous, le jour où on redeviendra sérieux, on sera pris au sérieux. Tu vois ? Le cas typique, c'est Macron. Macron, on ne le prend plus au téléphone. Quand ils auront un mec sérieux au bout du fil, ils décrocheront. Là, si c'est juste pour entendre le moulin à prière, tu vois, ils peuvent de temps en temps lui faire une blague, justement, à partir de l'affaire Trogneux ou de quelques autres. Mais mis à part lui faire des canulars téléphoniques, je vois pas l'intérêt de parler à ce type-là. Je peux même pas leur en vouloir. Tu vois, on est comme les vieillards déments. On récite nos vieilles prières, ça n'intéresse plus personne. Tu vois, finalement, il y a un gâtisme occidental. Voilà. J'espère que ça durera plus très longtemps, parce que, tu vois, c'est un des sujets d'ailleurs du dernier numéro d'Omerta. Tu vois, pourquoi Trump nous intéresse ? Pourquoi Trump intéresse une partie du monde occidental ? Parce qu'il représente, quoi qu'on pense de lui, parce que Harris, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on continue la courbe. Donc on sait à peu près où on va. Tu vois, on continue la courbe de Biden, de Clinton, de tous ces gens-là. Donc on continue ce qu'on est là. Il y a pas, on met pas de coup de pied au fond de la piscine. On est très bien dans la piscine. Pourquoi Trump fascine ? Parce qu'on se prend à dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve bien coiffé ou pas. Peut-être qu'il y a un autre chemin possible. Peut-être que ce mec-là n'est pas totalement délirant. Le phénomène Trump, c'est ça. C'est pourquoi les dirigeants populistes interpellent. Boris Johnson, même Orban, avec pourtant le côté surfait du personnage. Là, le FPO. Pourquoi les gens s'arrêtent dessus ? Parce qu'on se dit, peut-être qu'un autre monde est possible. Tu vois, Même Kamala Harris imprime plus qu'un Justin Trudeau, qu'un Emmanuel Macron, qu'un Charles Michel. Il y a quelque chose même chez cette femme de plus stable, de plus prévisible, de plus classique. Elle est déjà, elle est entourée de gens qui, mine de rien, ont réellement une souveraineté, des moyens de puissance. On peut ne pas aimer Anthony Blinken, mais Anthony Blinken est un vrai ministre des Affaires étrangères. Nous, on a plutôt des ministres des Affaires étranges, nous. Tu vois, donc excuse-moi, tu les as regardés, les Laurel et Hardy, là ? Tu vois, t'en as un, il est FAF, French American Foundation, bien sûr, et l'autre, il est Atlantic Council. Bon, bah, si tu veux, t'as l'étiquette après le paquet. Hein. Pourquoi veux-tu que des plénipotentiaires étrangers s'amusent à parler à des mecs dont la carte de visite te dit que si tu veux savoir ce qu'ils pensent, il faut appeler l'étage du dessus. Ils ont le téléphone, hein. Ils vont pas s'emmerder. Tu vois, Harris, elle est ce qu'elle est, mais les États-Unis, ça existe encore. Tu vois, ça existera peut-être un peu moins avec une partie de l'entourage qu'elle a. Ça, c'est un autre débat. Et c'est un débat qui regarde avant tout les Américains. Mais l'Amérique est plus vivante que les Européens. Tu veux, qu'on le veuille ou pas, l'homme malade du monde, c'est l'Europe. Qu'on le veuille ou pas. C'est pas l'Amérique. L'Amérique a un problème d'impérialisme déclinant, qui peut la détruire en tant que nation, c'est très vrai. Mais tu as encore des gens qui vivent pour l'Amérique, qui meurent pour elle, et tu as encore de lourds moyens de puissance aux États-Unis. Donc si tu veux, l'Amérique est un État souffrant, mais nous on est un État malade. D'accord ? Nous, le cœur de la crise de civilisation occidentale, il n'est pas à Washington, il est ici. Tu vois ? Le cœur de la maladie, il est là. Tu vois ? C'est ça qu'on ne veut pas prendre en compte. Tu vois, et malheureusement, une partie des Européens vivent leur impérialisme de substitution en se levant dans l'impérialisme américain.
Tu sais, c'est une image que je prends à intervalles réguliers, c'est l'image du caniche qui se frotte sur la patte arrière du chien de combat. Bon, le chien de combat est gêné par cet amour démonstratif. Mais c'est le... Vrai ou pas vrai? Non mais vrai ou pas vrai? Tu vois, je veux bien qu'on se plaigne des images que je trimballe, mais qu'on me dise si c'est faux. Tu vois, or, tu vois, là aujourd'hui, une partie même des Européens veulent que l'Amérique continue l'impérialisme qui est en train de la tuer, juste pour avoir le sentiment d'exister. Tu vois, grosso modo, tu sais, c'est le syndrome du Mirbalais, tu vois, tu veux, les Américains ont la virilité impérialiste que nous n'avons plus. Tu vois, les Européens sont des pousses au crime là-dessus. Tu le vois à Gaza, tu le vois en Ukraine. Les Européens sont des pousses au crime. Tu vois, ils sont des pousses au crime tellement dingues qu'ils poussent à des crimes qui leur reviendront, parce que ce soit Gaza, l'Iran ou Kiev, ça retombera pas. Enfin, l'Amérique est loin, hein. Ça retombera pas sur l'Américain moyen. Ça va nous retomber à nous dessus. Tu vois, c'est là où il y a un côté suicidaire des Européens. C'est que les Européens sont prêts à n'importe quoi, y compris à détruire leurs étrangers proches. En sachant que quand les lattes du mur vont commencer à tomber, ce sera sur nous. Tu vois, il y a une vraie maladie européenne qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir. Et qui est, je le pense, en tout cas pour ce qui est de la France, donc ce qui, moi, m'intéresse, et je pense pour ce qui est de la Grande-Bretagne ou d'autres pays, réversible. À une condition. Qu'on se rende compte que finalement, les vraies vertus qui ont été les nôtres, elles sont toujours des vertus optimales et comment dire, et efficaces. La preuve, l'Asie les cultive et regarde où ils en sont. Tu vois ? Donc c'est pas nos vertus qui ont été défaillantes, c'est nous dans le fait de les appliquer. C'est pareil en France, un certain nombre de ceux qui appellent à la guerre civile seraient incapables de l'assumer personnellement demain. Si tu veux, tu sais, moi j'ai fait 3 ans avec les Libanais. Donc il y a un truc que j'ai appris sur la guerre civile, c'est que la guerre civile, t'as des gens qui en parlent tout le temps, t'as des gens qui veulent la faire, et t'as des gens qui l'appellent de leur vœu. Et généralement, tous ces gens-là ont un point commun, c'est qu'au premier coup de pétard, ils sont loin. Moi, je vais dire le nombre de petits cons qui sont venus terminer la guerre du Liban en s'engueulant dans les boîtes de nuit avenue Foch et qui ne sont jamais retournés à Beyrouth, je peux t'en présenter. Tu vois, parce que moi, c'est les Maronites qui me disaient ça. Moi, je vivais avec les Maronites. C'est bon, t'as eu de vrais héros, je pense à Michel Zoen, je pense à des mecs comme ça, qui étaient l'entourage de Béchir Gemayel. Le problème, c'est que t'as aussi des mecs qui appellent à des massacres et qui, au premier coup de pétard, seront loin. Et là, pour le coup... Ils seront déjà dans l'avion, ouais. Ils seront déjà dans l'avion. Et puis là, pour le coup, c'est unanimement représentatif, tu vois. On va prendre le cas, on va mettre les pieds dans le plat, si tu veux. Puisque, comme tu as ouvert la brèche, bon, on parle de la guerre civile en France. Bon, on est d'accord. Bon, autrement dit, grosso modo, c'est les autochtones contre une partie des immigrés. C'est le scénario que tout le monde a dans la tête. Faut arrêter de mentir. Ok. Donc, tu as les petits cons de racailles frocachiers dedans qui disent on va se taper les francawis. Et tu as une partie des nôtres pour lesquels j'ai plus de respect parce qu'eux, ils ont morflé. Et qui se disent tant qu'à faire, parce que c'est pas le même appel à la guerre civile, tu vois. D'un côté, tu as des petits cons qui doivent prendre 2 baffes dans la gueule, qui n'ont jamais pris 2 baffes dans la gueule, et qui peuvent faire vaciller un État par leurs conneries. Et de l'autre, tu as une partie des nôtres qui sont désespérés parce qu'ils ne voient plus d'échappatoire politique. Parce que la guerre civile, c'est toujours un fait de faiblesse. Il y a une donnée géopolitique sur la guerre civile, c'est que la guerre civile n'est jamais le fait d'un État fort. La guerre civile est le fait des États faibles. Un État fort sublime ses contradictions, les dépasse, les réduit. Un État faible croule dessous. Et à la fin, eh ben, tu vois, c'est un terrain vague, une batte de baseball, de ghetto blaster. C'est, à la fin, de toute façon, il ne reste plus qu'à se foutre sur la gueule. Tu vois, parce qu'on n'a pas de projet, parce qu'on n'a plus les couilles, parce qu'on n'a pas l'imagination, parce qu'on n'a pas de courage. Et à la fin, tu vois, c'est la solution de facilité, c'est de se foutre des coups de baramine d'abord, de grenade ensuite,
sur le coin de la gueule. Oui, puis parce qu'on a laissé parler des avortons qui Poussent et parce qu'on a les grands à la guerre. Parce qu'on a laissé parler des avortons. Moi, tu vois, il y a un truc qui me sidère et j'aimerais qu'il y ait une étude chiffrée dessus, parce que sinon, ça reste du sentiment, tu vois. Je suis sidéré du nombre de prises de parole que je vois sur les médias totalement périphériques, type TikTok, etc., venant de certains mecs de banlieue qui ont à peu près mon âge, ou un peu plus âgés, l'un des plus célèbres étant Bassem, par exemple, Oui. tu vois, qui disent on va se calmer avec les clochards, quoi. Parce que lui appelle les clochards. Tu vois, on va se calmer avec les fouteurs de merde. Tu vois, or, t'as une partie de gens dans les Français récents qui atteignent l'âge d'être pères de famille, qui ont des problèmes de pères de famille, tu vois, qui, pour une partie, là, tu vois, t'as eu une étude de l'Agence française de développement, je crois, de l'AFD, sur la volonté de remigration des subsahariens. On est dans certains types de professions jusqu'à 40%. Donc, moi, je dis une chose simple. S'ils ne peuvent pas être nos hôtes, enfin, s'ils ne peuvent pas faire partie de la famille, parce qu'ils ne le veulent pas ou parce qu'ils ne le peuvent pas, alors ils peuvent être nos hôtes, donc ils peuvent être protégés par nos lois, et sinon, il faut les aider à partir s'ils le veulent. Il faut verrouiller le fait, les vannes migratoires, mais ça ne règle pas le problème du stock. Tu vois ? Le problème du stock, il y a une politique de remigration qui est possible sur des étiages, mais à une condition, c'est qu'elle soit volontaire pour en faire quelque chose, en sachant que toutes les données sur la remigration qui a lieu actuellement nous disent quoi ? C'est que ceux qui partent dans la première remigration, c'est-à-dire celle-là, on voit les exemples des Marocains, des Ivoiriens ou des Malgaches, c'est les meilleurs qui partent. Parce qu'ils ne se sentent pas bien, et eux, alors, ils nous sont utiles parce qu'ils vont créer de l'emploi là-bas, parce que c'est des bons. Le problème, c'est qu'ils vont manquer ici. Donc, il faut savoir que la remigration, en tout premier lieu, elle peut nous affaiblir très légèrement. Ensuite, on peut aussi réémigrer, les taulards, les machins, donc ça se compense. Mais tu vois, c'est faisable politiquement. C'est pas la peine d'en rajouter. Je pense que dans beaucoup de coins de France, y compris dans certains types de quartiers, il y a des adultes, et il faut que les adultes se parlent entre eux. Tu vois, et tu vois, je suis pas certain, tu vois, surtout que dans les deux cas, tout le monde voit que c'est un discours de branleur. Tu prends l'exemple des cités. Tout le monde sait que les mecs qui appellent à liquider du francaoui sur TikTok ou sur X, avec le énième compte, tu vois, Saladin 93, machin truc, tu vois, tu vois très bien que c'est rien de plus que du branleur sous pseudo. Ça doit avoir 14 ans. Si c'est localisé par les flics, ça va pleurer sa mère. Tu vois ? Non mais, écoute les flics des dernières émeutes. Mais de l'autre côté, c'est pareil aussi. Ah mais, de l'autre côté, tu as quoi ? Tu as des gens... Tu vois, j'ai plus de compassion pour eux pour une seule raison, c'est que depuis les années 80, on les humilie. On leur dit que leur pays n'existe pas, et que... Ils sont désespérés. Tu vois, que leur pays n'existe pas, que de toute façon, la France, comme le disait un jeune élève, je crois à l'oral de l'ENA, ça avait été rendu public, on lui a dit de définir la France en deux mots, il dit collaboration ou colonisation. Bon, ok, d'accord. Tu vois, ça va finir préfet, ça. Au pire, ça finit préfet. Au mieux, ça termine ministre. Tu vois déjà le problème. Le souci, c'est que ils sont désespérés. Donc d'un côté, je les comprends et ils ont ma compassion. Mais tout le monde voit une des failles du discours identitaire, c'est-à-dire que déjà, premièrement, tu as le problème économique. Bon, moi j'ai entendu quand même dans les campagnes, par exemple à Reconquête, sans méchanceté pour les gens qui sont à Reconquête, mais quand on voit des gens me dire oui mais l'immigration c'est pas grave si c'est le patronat qui le veut, ah bon, autrement dit ça y est, l'immigré est absous parce que le patronat l'a voulu. Donc quand il vient tout seul, c'est un envahisseur, quand il vient faire baisser les salaires, c'est une chance pour la France, ok ? On va pas aller loin, hein. 2, vous voulez pas de la souveraineté.
Vous ne voulez pas défier l'ordre oligarchique qui fait venir les immigrés. Tu vois, 80% de la législation migratoire, elle est européenne. Vous ne voulez pas toucher à ça. Donc résultat, vous ne pouvez pas toucher à l'immigration. Donc vous allez toucher à quoi? À l'honneur de l'immigré. Donc vous allez, à la rigueur, l'insulter, lui dire qu'il est un parasite, que sa femme voilée, ça vous gêne. Ok. Et moi, je vais te dire, pourquoi en tant que souverainiste, je suis plus anti-migratoire que la plupart de ces gens-là. Moi, je ne veux pas manquer de respect à l'immigré. Je veux que si sa place n'est pas ici, qu'il aille trouver sa place chez lui. Parce que je vais te dire comment ça va se terminer. Afflux constant. L'immigré auquel tu vas manquer de respect alors que tu n'es pas souverain, donc tu ne peux pas le faire repartir. Lui, il va faire des gosses. Toi, pour la plupart, tu ne vas pas en faire. Donc, 3 générations plus tard, quand match il y aura, tu vas le perdre. Pour des raisons démographiques. D'accord ? Et tu vois, c'est ça qui nous pend au nez. Tu vois, c'est qu'à un moment, on ne veut pas traiter ça en adulte. Et un adulte, qu'est-ce que ça fait quand c'est... qu'est-ce que ça fait face à un phénomène migratoire? Déjà, point 1, comme disait Deng Xiaoping, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Donc il faut fermer les fenêtres. Encore faut-il avoir la propriété des fenêtres. La France n'est pas un État souverain, donc tu n'es pas propriétaire, hein, tu es un locataire précaire. Donc ils ouvrent les portes s'ils veulent, ils ouvrent les fenêtres s'ils veulent. Donc déjà, il faut reprendre les portes et les fenêtres. Ensuite, il faut écoper une partie de l'eau en trop, ce qui peut se faire même d'un commun accord avec plusieurs pays d'envoi, à une condition d'une politique de fermeté. Ensuite, il te restera toujours ceux qui seront là. Une partie du stock qui seront là. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Il y a 2 choix. Soit on leur propose la ségrégation. Le problème, c'est que ça, nous, les Français, on a du mal à le vivre. Et d'autre part, regarde nos amis anglais qui, eux, ont l'habitude, ça s'est mal passé. Tu sais, tu as des minorités, je pense aux Asiatiques, quand tu as une politique assimilatrice, ça marche. Quand tu as une politique communautariste, ça marche. Sur eux, tout marche. Tu as d'autres nationalités sur lesquelles tout ne marche pas. Donc mieux vaut qu'on sache faire ce qu'on sait faire. Tu vois ? Et là, il y a une partie de l'immigration qui peut se normaliser. La seule chose, c'est qu'on ne va pas les appeler fils de l'immigration de la 9e ou 10e génération. À un moment, il faut aussi qu'on accepte qu'une fois que quelqu'un a fait l'allégeance à la France, on ne lui rabâche pas ses origines à longueur de temps. C'est le seul moyen d'en sortir grandi. Après, ou alors on peut se laisser tomber. Il n'y a pas de souci, sinon ça va se terminer comme le Liban. Toi, tu penses que la polémique sur les prénoms lancée par Zemmour avant la présidentielle, elle a un sens ou... Si tu veux, le problème, c'est qu'elle a un sens, mais malheureusement pas celui qu'on lui a donné. Tu as des problèmes de changement de prénom, ça c'est un fait. Parce que tu as énormément justement d'immigrés de la 2e ou 3e génération qui veulent franciser leur prénom, qui n'y arrivent pas parce qu'on essaye de les en dissuader. J'ai eu des tas de témoignages, j'en ai été surpris de l'apprendre. Ceux-là, il faut les aider. Les autres, alors soit tu fais une vraie politique de prénom, c'est-à-dire t'interdis Mouloud, mais t'interdis Dylan ou Kevin. Mais t'interdis Dylan ou Kevin aussi. C'est un moment, faut voilà. Tu vois, ça va tout de suite poser un autre problème. Soit tu les laisses, parce que si tu veux, je vais dire, objectivement, est-ce que l'allégeance se joue là? Moi, je vois dans mes propres bases. Moi, je vois arriver des mecs, voilà, ils ont les origines qui sont les leurs, mais pour eux, ils sont français, ils agissent comme tels. Et surtout, quand tu veux utiliser les prénoms pour les contraindre, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que ça va se retourner contre toi sur un point précis. Si tu prends, depuis Jean Monnet jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui ont trahi la France, c'était quoi leur prénom? Jean, Valérie, Nicolas, François, Emmanuel, Pierre, voilà. Léon. Donc bon, c'est franchouillard tout ça. 80% des gens qui veulent du mal à la France sont malheureusement des Blancs, de culture catholique pour la plupart.
c'est des gens qui me ressemblent. C'est plus facile de se battre avec des gens qui ne te ressemblent pas. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est la vraie question, pourquoi y a-t-il tant de gens qui sont des Français de souche ? Parce que moi, le terme ne me gêne absolument pas, j'en suis fier. Pourquoi y a-t-il tant de Français de souche qui ne veulent pas assumer l'identité politique, spirituelle, intellectuelle de la France ? Et pourquoi tu en as tant d'autres qui veulent lui nuire ? C'est-à-dire, si tu veux, c'est pathologique. Hein. Si tu veux, si la France, c'est ton pays, si la France, c'est ta mère, pourquoi tu as tant de gens qui veulent se débarrasser de leur maman ? La vraie question qui doit nous préoccuper, c'est celle-là. Tu vois, prends tout le gouvernement Macron, on ne peut pas dire que ce soit l'invasion mauresque invincible. Pourquoi détestent-ils la France autant ? Qu'est-ce que la France leur a fait ? On ne peut pas dire que la France les ait discriminés. Je crois que j'ai vu une étude sur la vie de Gabriel Attal. Il a fait 20 km dans sa vie, de tout le périmètre de sa vie, dans le 6e arrondissement en tout. Tu vois ? Tac, tac, tac. C'est-à-dire son monde à l'intérieur de Paris, c'est l'équivalent de 20 km². Ou un truc dans ce goût-là. Tu vois, c'est à vérifier. Tu vois, grosso modo, il a quoi ? Il a été horrifié par le... Il a été choqué par le jardin du Luxembourg ? Ça va. Enfin, tu t'en remets. Tu vois, pourquoi tous ces gens-là détestent la France ? Pourquoi on a laissé faire toute une partie de l'extrême gauche qui a enragé ces gens ? Pourquoi on laisse faire des politiques d'État étrangers, je pense à la Turquie ou autres, qui font des pseudopodes sur notre sol ? Tu vois, Et pourquoi on n'a pas défini une fois pour toutes ce qu'étaient les cadres ? Les cadres de la France, on les a détruits nous-mêmes. Nous-mêmes. Qui a détruit l'école de la République ? Qui a détruit l'armée ? Tu vois ? Malheureusement, des gens qui sont des Français, pour la plupart, et pour le peu d'étrangers qui y ont participé, c'était quasiment à 100% des Européens. Tu vois ? Si tu veux, c'est... Voilà, moi, tu vois, de ce que j'ai pu voir de ma toute petite place d'observateur dans les guerres civiles où j'ai eu des amis qui, tu vois, Yougo, Rwanda, Liban, Cambodge. Tu t'en remets jamais. Tu t'en remets jamais. Hein. Tu vois, on est déjà à la... Tu vois, pour ce qui est du Cambodge, on est à la 3e génération qui n'a pas vu le génocide, là. Les traces du génocide sont encore présentes. Pourtant, tu vois, je vois mes beaux-parents étaient très très jeunes, tu vois. Donc, si tu veux, la jeunesse du pays ne connaît rien de tout ça. Et pourtant, la marque reste, tu vois. Ce n'est pas le tout de se foutre sur la gueule. C'est qu'une fois qu'il y a eu des pots cassés, regarde le Liban, regarde la Yougoslavie, regarde la Serbie. Belgrade a été bombardée il y a quoi, 20 ans ? Est-ce que Belgrade s'est remis ? Non. Tu vois, combien de temps, nous, on va mettre à se remettre de tout ça ? Tu vois, alors je comprends tout à fait, tu vois, que beaucoup des jeunes de chez nous veulent une politique de force parce que la petite Philippine, c'était l'une des nôtres. Le pauvre gamin, là, tu vois, on en a déjà un, tu vois, encore de buté. Tu vois, champion de boxe normand à côté de Bayeux qui se prend un coup de lame dans le dos, c'est signé. Tu vois, ça, je comprends qu'on en ait marre. Le problème, c'est qui a détruit notre système pénal ? Évidemment, la racaille en profite. Le problème, c'est que pour que la racaille en profite, il faut qu'il y ait eu la banninterisation des esprits. Tu vois, certains se plaignent de la lepénisation. La macronisation aussi des esprits. Parce Oui, on est quand même descendu encore phénomène. De 3 étages. Hein. Mais c'est le même phénomène. Tu vois, si tu veux, c'est le problème qu'on a avec Barnier. Tu vois, quand les gens me disent Barnier, au moins, c'est un homme d'âge mûr, contrairement à Attal, qu'un sale gosse. Vous prenez le problème à l'envers. Pour qu'il y ait eu Attal, il faut d'abord qu'il y ait Barnier. Pour que vous ayez des petits traîtres et des petits cons, il faut d'abord que vous ayez des vieux traîtres et des vieux cons. L'un est le père politique de l'autre. Et là, pour le coup, on ne peut pas accuser Attal. Là, il faut quand même, à un moment, il y a un problème de chronologie. Ben là, c'est pareil. Pour qu'il y ait la macronisation des esprits, il faut qu'il y ait eu la banninterisation des années 80. Et c'est quoi la banninterisation ? C'est de faire
c'est d'utiliser le laxisme pénal, les juges rouges et les juges roses plutôt, parce qu'à la rigueur, ils auraient été staliniens et tu vois, Lénine, il savait gérer le lumpen prolétariat, hein, à coups de latte. Donc les juges roses. Et pourquoi on a utilisé Badinter ? Pour faire passer le virage de 83. On a utilisé Badinter et l'antiracisme. Tu vois, les deux vaselines habituelles de la gauche. Tu vois, l'aracaillocratie et l'antiracisme. Tu vois. Pour faire passer quoi ? L'Europe. Donc la fin de la souveraineté et donc celle de la démocratie. Et évidemment, le retour de la grande rente qui va avec. Tu vois, et Macron, c'est l'enfant de ça. Macron, c'est la version... c'est un Jacques Delors passé chez Michou. Bon, ben voilà, tu vois, donc... je sais, c'est peu ragoûtant, mais c'est sur ce point-là... Tu vois, c'est sur ce point-là qu'on n'a pas fini de descendre. On a besoin de l'intelligence artificielle pour faire le mix. Tu vois, artificielle, c'est bien le mot. Qu'est-ce que tu penses, toi qui connais bien le personnel politique, les parcours des uns et des autres? Là, effectivement, il y a la nomination de Michel Barnier, qu'on dit plus à droite que Gabriel Attal. Et dans le gouvernement Barnier, il y a un profil qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est la nomination de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur. Alors, il est de l'ouest de la France comme toi. Qu'est-ce que tu penses de Bruno Retailleau et est-ce qu'il peut finalement... est-ce que c'est un effet de com' ou est-ce qu'il peut vraiment infléchir, dirais, le cours des choses ? L'avantage de Retailleau, c'est qu'il sait parler le national. Tu sais, c'est la phrase horrible de Sarkozy qui dit à Guénaud et à Buisson « Apprenez-moi à parler France ». C'est une des grandes citations du nain Magyar qu'on a oublié. Tu vois, Retailleau est l'homme parfait pour endormir une partie de la colère de l'électorat populaire du Rassemblement national. Il est là pour ça. La Macronie gagne du temps. Elle sait que le Rassemblement national aussi doit gagner du temps. D'abord, le temps de digérer les affaires judiciaires en cours, quel qu'en soit le résultat. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que le Rassemblement national ait un intérêt ou voit un intérêt à forcer à une dissolution dans un an. Pourquoi ? Parce que comme les apparentements ont été ressuscités, c'est-à-dire tous contre un, le Rassemblement national sait qu'il emportera peut-être quelques députés de plus, mais pas tant que ça de plus. Parce que les apparentements, c'est très dur comme méthode. Hein. C'est tous contre toi. Tu vois, c'est dur de l'emporter à ce point-là. Tu vois ? Donc, je pense qu'ils se disent, il faut qu'on mette le paquet sur la présidentielle. Donc eux aussi, ils ont besoin de temps. De déployer le parti, etc. Tu vois ? De gérer d'éventuels problèmes internes, de gérer les conséquences du procès qui a lieu maintenant. La Macronie, elle aussi, a besoin de temps. Déjà, le temps d'arbitrer entre ces différentes tentacules qui sont en train de se mettre d'équerre, elle aussi, pour la présidentielle. C'est le rôle clé d'Alexis Collère, très nettement. C'est lui qui va départager. Pour l'instant, il n'y a que 2 candidats sérieux de la Macronie, à la succession de Macron. Je mets de côté le scénario d'exception, c'est-à-dire que Macron arrive par magie à faire débloquer la limite des 2 mandats. Je pense qu'il faudra... Ce qui n'est pas exclu. On ne peut pas l'exclure à 100% parce que le problème de ce type-là, c'est qu'il osera tout et c'est à ça qu'on le reconnaît. Donc la seule chose, c'est que là, objectivement, il n'en a pas les moyens actuellement. Mais s'il provoque une crise grave, il ne faut jamais oublier que c'est dans le bordel qu'il est le plus à l'aise. Dans l'état actuel de pourrissement de nos institutions, rien ne peut être écarté d'un revers de main. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Pour l'instant, la Macronie a 2 candidats sérieux. Monsieur Philippe, Monsieur Attal. On les a déjà présélectionnés par sondage. Tu as remarqué d'ailleurs que, mystérieusement, tu n'as quasiment pas un sondage où ils n'ont pas chacun, tous les 2, le même score. Exactement. Tu vois, donc ça, tu vois, tu es un professionnel des médias, tu connais ça mieux que moi. Ça, c'est, si tu veux, c'est la marque type Mimi Marchand, de faire des trucs comme ça. Tu vois, parce que là, si tu veux, si tous les sondages donnent
Attal et Philippe, je crois, personnalité et préférée numéro 2 et 3 des Français, je crois dans la plupart, au même pourcentage. C'est-à-dire tu vois, le déplumé du Havre et le déjanté de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas le même public. Hein. Ils sont dans la salle d'attente, quoi. Tu vois ? On fait le grand gouvernement central de l'avenir. C'est-à-dire celui qui va succéder à la Macronie. On est toujours dans le moule jupéiste. T'as l'omelette, et t'as les 2 morceaux de l'omelette dont on ne veut pas. Alors le problème, c'est que ces morceaux ayant tendance à grossir des 2 côtés, tu vas devoir leur envoyer des flotteurs pour leur voler une partie de leur électorat naturel, les énerver, qui ont raison d'être énervés, pour liquider les hommes de M. Mélenchon. Et attention, je ne dis pas que ceux qui sont énervés, que leurs représentants sont des braves types. Hein. C'est pas ça le problème. Là, on parle tactique. Tu vas envoyer un flotteur chacun pour leur bouffer une petite partie d'électorat, pour les délégitimer, pour les démobiliser, en utilisant leurs erreurs parce que tu les étudies. Bon, cas facile, Mélenchon. Bon. Comme annoncé il y a plus d'1 an et demi, la fusée Ruffin est bien partie. Bon. L'isolement du vieux, tu as vu que M. Faure, etc., tout de suite, Mélenchon ne peut pas être le candidat, etc. Voilà. Ça y est, c'est fait. Le périmètre de sécurité est fait. Glucksmann. Et bien sûr, celui sur lequel le système compte, Macron Grete Again, Glucksmann, qui lui, évidemment, à 20h01 au premier tour, dira faites barrage. Tu vois ? Donc, si tu veux, ça, c'est déjà en train d'être mis en place. Question, comment tu neutralises le Rassemblement national ? Retailleau, ça sert à ça. L'avantage de Retailleau, c'est qu'il parle à la province, il n'en a pas honte et il a raison. Il peut se prévaloir de l'aura de Philippe de Villiers, ce qui n'est pas rien, en particulier dans la France de l'Ouest. Qu'il puisse en user légitimement est une question qui ne regarde que les spécialistes, fondamentalement. Les gens s'en foutent. Tu vois, en plus, il s'est créé une fausse image populaire depuis très longtemps. Je te rappelle par exemple on a des souvenirs de lui à Interville ou dans des trucs comme ça qui sont plutôt aimés du public. Alors certes, c'est des vieux souvenirs, mais il saura utiliser cette carte-là, il n'est pas bête. Il va cacher son absence de pouvoir, vu que par des déclarations choc, il a déjà commencé. Et des déclarations choc où s'il est intelligent, ça tu vois, c'est un exercice où il n'a jamais été testé. Donc là, on va voir. Pourquoi il fait ces déclarations choc, à ton avis ? Et avec l'appui de Barnier, sinon Barnier le calterait. Barnier ne le calte pas. Pourquoi ? Eh bien ça, c'est la vieille technique de la grenade fumigène, qui était la technique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, tu balances un mot, un bout de mot, un bout de phrase. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Oui, c'est ton Karcher à toi. Ça servait à quoi le Karcher, Charles ? Sarkozy balance Karcher. Il gagne 10 jours de médias comme ça. Dans 10 jours, tu trouveras une autre connerie. Bien sûr que l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est une phrase débile de dire l'immigration est une chance pour la France. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas prendre Pierre et Marie Curie, tu vas prendre Zidane, tu vas prendre machin. Et le problème, c'est que le mec qui est en face de toi, il va te dire Salah Beslam, Khaled Kelkal. Et il va te sortir... Et ça n'a aucun sens. La masse de l'immigration, tu sais ce que c'est ? C'est des mecs qui mettent pas plus de 2 chaussures parce qu'ils ont que 2 pieds. C'est des mecs lambda, et c'est des nanas lambda. C'est pas des superwoman, c'est pas des superman, et c'est pas le diable. C'est des gens qui veulent survivre. Pierre-Yves Rougeron, merci pour cet entretien merci à toi. revivifiant. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de liker, partager la vidéo et d'aller aussi sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote et de vous y abonner et de vous procurer l'excellent dernier roman édité par Pierre-Yves, le roman jaune. Je vous dis à très bientôt.